la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi, Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Je m'appelle Morgane Lemay et aujourd'hui, on va parler de la diversité linguistique francophone. À quel point ta langue, ta manière de communiquer, de t'exprimer, d'interagir avec les autres, ça fait partie de ton identité. Ici, au Manitoba, il y a une communauté francophone forte, dynamique et surtout très diverse. Si tu travailles à Saint-Boniface ou si tu fréquentes une école de la division scolaire franco-manitobaine, la diversité linguistique francophone est partout. Mais à quel point cette partie de nous, notre langue, ça nous rassemble. L'Organisation mondiale de la francophonie compte 88 États et gouvernements membres. On serait 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Qu'on soit francophone d'Europe, d'Afrique, acadien ou bien franco-ontarien, pouvons-nous parfaitement nous comprendre ? Faire partie de la même gang ? Ces questions, c'est sûrement tout ce qui fait la beauté, mais aussi la complexité de la diversité francophone. On a alors rencontré des francophones d'ici et d'ailleurs pour encore mieux comprendre cette partie de soi. Moi, j'ai grandi dans un petit village, à peu près à 40-ish minutes de Winnipeg, qui s'appelle Sainte-Anne. Euh, Et puis, j'ai grandi dans une famille où notre langue première à la maison, c'était le français. Elle, c'est Émilie. Elle est professeure de français et d'art dramatique. Donc, on a grandi en français, puis je pense que mes parents ont fait vraiment un grand effort de nous entourer de français, parce que moi, personnellement, même si on vivait dans un milieu francophone minoritaire au Manitoba, évidemment, moi, personnellement, je n'ai pas appris à parler l'anglais jusqu'à la 4e année, même que j'ai eu de la misère à apprendre à parler l'anglais, puis je devais voir l'orthophoniste à l'école, justement pour m'aider à apprendre à parler en anglais, parce que je pense que mes parents avaient tellement fait un effort de nous presque nous submerger dans que du français, vu qu'ils savaient qu'on allait forcément entendre l'anglais plus tard dans notre vie. Donc, mon contexte où j'ai grandi, c'était vraiment, vraiment en français à la maison. Puis là, ensuite, je suis aussi allée à une école francophone. Donc, à l'école aussi, ça se passait majoritairement en français, surtout quand j'étais jeune, parce que, évidemment, je ne pouvais pas parler l'anglais. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que la langue française, honnêtement, le plus que j'y pense, on me pose souvent la question, ou je me fais souvent comme confrontée avec la question culturelle, puis c'est quoi ta culture, puis ça veut dire quoi? Parce qu'on me demande c'est quoi ta culture, c'est quoi ton identité, puis moi, je suis franco-manitobaine, je suis bilingue, je suis canadienne bilingue, comme je sais pas trop, justement, c'est quoi l'identité, c'est quoi la culture derrière ça. Puis le plus que j'y pense, le plus que je me rends compte que quand je réponds à cette question-là, c'est quoi ta culture, je me retrouve à nommer des activités puis des choses typiquement franco-manitobaines, comme par exemple le Festival du Voyageur, le Festival Théâtre Jeunesse, le FTJ qu'on faisait à l'école, la LIM, la Ligue d'improvisation du Manitoba, la LIST, la Ligue d'improvisation du secondaire, tellement époustouflante. Toutes ces activités, tous ces groupes culturels-là, puis vraiment, la seule chose que ça a en commun, parce que oui, il y a de l'improvisation dans d'autres cultures. Oui, il y a du théâtre comme partout dans le monde. Alors, les gens, souvent, ils comprennent pas trop comment est-ce que ça, c'est ta culture, comment est-ce que c'est propre
à ta culture parce que c'est juste une chose qui appartient à plein de cultures, mais c'est vraiment juste le simple fait que toutes ces activités-là étaient faites en français. Puis je trouve que ici, j'ai un peu du mal à définir la culture franco-manitobaine parce que la seule chose que je vois qu'ils ont vraiment le lien, dans toutes les activités que je nommais, le seul lien vraiment que je vois, c'est la langue. C'est le fait qu'à ces activités-là, on se rencontrait, on se rassemblait, puis on parlait en français. C'est la même chose avec toutes les activités du Conseil jeunesse provincial, le CJP. C'est que quand tu allais à ces activités-là, tu savais que devant, encore une fois, que devant les professeurs, devant les gens importants, tu allais parler en français. Le reste du temps, peut-être qu'on parlait en anglais, mais on était quand même fiers de se rencontrer sous le prétexte qu'on allait faire des activités en français, même si on se retournait tout le dos puis on parlait en anglais par la suite. Mais on avait quand même comme une certaine fierté, je pense. Puis ça, cette fierté-là, je l'ai encore, for sure, même aujourd'hui. Parce que, comme je dis, le français, pour moi, c'est devenu ma culture. Je sais pas comment autre décrire ma culture que ça. Mais c'est une partie énorme de mon identité. Émilie le dit presque dès le début. Elle a vécu dans un contexte francophone minoritaire. Minoritaire. Ce mot est presque omniprésent quand on parle de francophonie ici, au Manitoba. On est minoritaire, on parle une langue minoritaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Dans un premier sens, on parle d'une minorité numérique, en comparaison à un groupe plus large, en nombre. Mais il s'agit aussi d'une réalité socio-linguistique. Alors comment ça nous forge, ça nous influence, quand on sait qu'une partie de notre identité est minoritaire dans la réalité qui nous entoure. On a posé la question à Sandrine Allion, professeure de linguistique française à l'Université de Saint-Boniface, dont le doctorat a porté sur l'étude du français au Manitoba. Mais je pense que pour, les personnes qui vont grandir dans ce milieu, déjà, il y a une prise de conscience, une espèce d'hyper-conscience d'avoir, justement, de parler une langue qui n'est pas souvent à l'extérieur. Donc il y a souvent ce rapport d'intériorité. Par exemple, à la maison, on va parler en français, puis dès qu'on sort à l'extérieur, il y a comme une autre langue et Gabrielle Roy le décrit bien quand elle écrit ses expériences quand elle va au magasin ou même qu'elle traverse la rivière et qu'elle se retrouve tout d'un coup dans une ville qui parle une autre langue. Alors, on ce sentiment, je pense qu'il est vécu par les jeunes qui grandissent dans ce milieu minoritaire, ce sentiment d'intériorité, d'extériorité de la langue de l'extérieur. Hem, donc évidemment, ce que ça peut avoir comme effet dans les comportements linguistiques, c'est que déjà, il y a comme une perte de légitimité pour notre langue maternelle, ou langue première. Sur le plan de la comportement, par exemple, on va se conformer à ces perceptions qui nous renvoient à l'idée que notre langue n'est pas légitime, que c'est l'anglais qui est la langue légitime. Donc au niveau des comportements, on peut avoir des phénomènes qui sont souvent décrits par les francophones dans le milieu minoritaire. Par exemple, on se retrouve au sein, d'un repas avec des amis et puis, il y a une personne qui ne parle pas le français. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan du comportement? Beh, puisqu'on est bilingue, la plupart des francophones en milieu minoritaire vont être bilingues, donc on parle l'anglais, donc on passe à l'anglais. Donc on intègre en fait le fait où on se conforme à cette idée que l'anglais, c'est la langue légitime et que c'est celle qu'on va parler. C'est sûr que si on se définit, à travers, l'appartenance à une communauté et que cette communauté a comme, facteur dénominateur la langue, comme si on parle de communauté francophone, le français devient un marqueur culturel, essentiel. Donc si on parle de communauté francophone, c'est le français qui nous réunit. Et c'est sûr que la situation minoritaire va accentuer, je pense, ce rapport, essentiel entre culture et langue. Hem Et j'ai parlé d'hyperconscience, on est hyper conscient en fait de ce fait, parce que c'est celui qui nous distingue, c'est celui qui nous caractérise, c'est lui qui fait qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas comme l'autre, anglophone par exemple, si on prend la la dualité, franco, et anglo-canadienne. Donc oui, la langue, je pense qu'elle est importante aussi dans des milieux majoritaires, mais on s'en rend peut-être pas
aussi bien compte, en fait. Je pense que on va peut-être s'en rendre compte quand justement on sort d'un milieu majoritaire et qu'on se retrouve dans un milieu minoritaire comme ici. Je pense que vous avez peut-être fait l'expérience, en tant que Française, de se retrouver dans un milieu minoritaire où tout d'un coup la langue devient un enjeu. Alors qu'en France, elle est évidente. Quand on a le français comme langue maternelle, c'est la langue officielle, c'est la langue parlée partout, tout le monde parle français. Donc il n'y a pas de remise en question et on ne se pose même pas la question de savoir c'est quoi mon rapport à la langue. Je suis née, j'ai grandi au Congo, précisément à l'est, dans la province du Sud Kivu, parce que c'est important de le préciser à cause de la langue. Le Congo est très vaste et c'est divisé avec différentes langues et différents dialectes. Donc, au Sud Kivu, à l'est, on parle le Swahili. Vous entendez Christiane. Elle est actuellement étudiante à l'université de Winnipeg. Comme elle le raconte, sa langue maternelle est le swahili. Mais Christiane a aussi un parcours francophone multiple. Au Congo, elle a fait son éducation en français à partir de l'école primaire. Puis, à 20 ans, elle a quitté son Congo natal pour la Belgique, où elle a vécu 3 ans avant de déménager ici au Manitoba. Son cheminement est donc influencé par différents pays, différentes cultures, différents français et différents accents. Et ça, l'accent, c'est un mot dont Christiane nous a beaucoup parlé. À cette époque-là, l'idée du bon français, c'était les articles. Il fallait bien placer les articles et il fallait avoir un bon accent. L'accent était vraiment très important parce que il y a cette idée-là du Swahili et les autres dialectes qui viennent s'ajouter à ta façon de parler le français. Donc, si tu as un accent, c'est pas le bon français. Donc, il fallait faire de son mieux pour essayer d'adapter son accent, de ne pas avoir d'accent. Le problème d'accent, c'est plus prononcé quand je suis arrivée en Belgique. Au Congo, ça ne posait pas trop de problèmes parce que tout le monde parlait presque de la même façon. Donc, on s'entendait, on se comprenait. Mais quand je suis arrivée en Belgique, je me suis rendu compte que le bon français que je pensais parler n'est pas du tout bon. Donc, j'ai un accent. C'est là que je me rends compte aussi que j'ai un accent. Et ça te frustre en plus, ça te met encore plus la pression parce que tu te dis que le français que je pensais connaître n'est pas le bon français. Donc voilà, ça t'empêche de t'exprimer à l'école, au travail, de faire des amis. Donc il y a tout ça. Et tu te dis, il faut que j'apprenne le bon français. Donc ça veut dire avoir le bon accent. Le bon accent. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Qui a un accent, qui n'en a pas? En fait, est-ce qu'on n'aurait pas tous un accent en vrai? Alors pourquoi, dans l'inconscient collectif, il semblerait qu'il y ait de bons accents, et donc ça veut dire de mauvais accents? Mais c'est tout à fait lié à l'élaboration donc de ce standard et cette variété qui va être valorisée. Donc c'est ça qu'on vise, ce bon accent, c'est celui qui serait puis on parle même d'accent neutre et je suis tout à fait d'accord que tout le monde a un accent. L'accent c'est et en fait, on va s'en rendre compte quand, au contact de l'autre, qui va nous dire qu'on a un accent ou on va se rendre compte soit par rétroaction ou par comparaison qu'on ne parle pas de la même manière. Alors si on met l'accent justement sur ça, on va, et surtout si c'est fait dans une perspective de dévaloriser, même si ça n'est pas conscient de la personne, mais si par exemple on rit un peu ou on se dit ah ou même si on le valorise dans le sens où on dit bah cet accent ah c'est charmant etc. Même ça, le fait juste de mettre de focaliser là-dessus ou de dire oh, tes caractéristiques, ta manière de parler, elle est différente. Que ce soit en disant bah, tu devrais pas dire ça comme ça ou bah, c'est bien charmant comment tu parles. Quoi qu'il arrive, que ce soit valorisé ou dévalorisé, c'est cette prise de conscience qu'on va avoir de parler différemment. Puis là, on va justement, surtout si c'est dévalorisé, on va se dire bah, c'est pas la bonne manière de parler.
Donc on va viser, puis là, ça reste un peu, comme le standard et c'est quand même une abstraction, le français standard. Personne ne parle le français standard de manière parfaite. Donc même les caractéristiques phonétiques de ce qu'on pourrait appeler un français standard, bon, on peut peut-être trouver un locuteur idéal, mais on ne pourrait pas dire que ce locuteur idéal, dans tous les contextes de sa vie, il parle cette variété-là. Parce que la langue, je veux dire, même chez l'individu, on parle différemment, on peut avoir... Et c'est ça la beauté aussi, hein, parce que si c'était complètement uniforme et tout pareil, ce ne serait pas très intéressant. On ne va pas perdre son accent, en quelque sorte, on va garder ses caractéristiques et c'est tant mieux, heureusement. Heureusement que tout le monde ne se met pas à parler comme un français dit neutre ou avec un accent neutre. Et puis même là encore, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est très subjectif aussi. J'ai demandé aussi à Émilie ce qu'elle pensait des accents. Je pense pas que ça existe un bon accent, juste comme je pense pas que le bon français ou le français parfait existe. Parce qu'encore une fois, qui a décidé c'était quoi le bon accent? Est-ce qu'un jour, on a entendu une personne parler puis on a dit, lui, c'est lui qui va être le modèle pour tous les francophones de la planète Terre? Non, je crois pas que c'est le cas. Je sais encore une fois qu'on a un accent standard, puis c'est souvent cet accent-là qui va être représenté dans les médias, à la radio, à la télé. Et puis, c'est un peu dommage qu'on n'a pas justement la représentation de tous les accents variés. Surtout au Manitoba, je dois dire qu'on ne voit pas nos propres accents dans nos médias, ce qui est un peu dommage. Je peux aussi comprendre un peu la mentalité de, tu sais, évidemment, quand tu entends quelque chose pour la première fois et puis que c'est différent. Puis ça, c'est juste une réaction humaine. On se méfie un peu de ce qui est inconnu, comme n'importe quoi d'autre. Comme je sais que quand j'étais plus jeune, puis j'entendais un accent différent du mien, automatiquement, il y avait des jugements. Que tu veuilles ou non, tu fais certains jugements comme tu te penses, OK, peut-être que lui, le français, c'est pas sa première langue. Ou peut-être que lui, c'est un accent plus de la campagne. Ou tu vas commencer à imaginer d'où vient cette personne-là. Tu vas déjà te faire peut-être une idée de cette personne-là. Quand vraiment, comme maintenant que je suis plus vieille, je vois que c'est pas du tout ça le cas. Et puis que même si l'accent est un peu anglophone, puis c'est pas la première langue de la personne, c'est aucunement négatif. Ça, c'est la preuve que cette personne-là est bilingue. Comme cette personne-là peut déjà faire deux choses qui est plus que ce que certaines personnes peuvent faire. Donc, maintenant, je vois absolument rien de négatif aux accents, mais c'est vrai que, puis ça, je le remarque encore aujourd'hui avec des élèves, c'est vrai que la première fois que tu entends un accent différent, veut ou veut pas, les êtres humains ont tendance à juger. Donc, je peux comprendre que l'accent fait partie de l'insécurité linguistique, comme c'est une grande, grande, grande partie de l'insécurité linguistique. Puis je peux voir pourquoi. Parce que les gens se font juger pour non seulement les mots qu'ils disent, mais la façon qu'ils les disent. Puis ça, c'est comment tu t'exprimes. Tu es en train de te faire juger pour la façon que les mots sortent de ta bouche. C'est vraiment quelque chose de particulier pour juger quelqu'un dessus. Quand on grandissait, je dirais de l'école primaire, il n'y avait pas trop cette pression-là parce que on voulait apprendre. On pensait que le français, c'est la bonne langue, c'est la langue qu'il fallait apprendre. Mais c'est juste en grandissant qu'on a eu ces idées-là et on a associé ces idées disciplinaires qu'on s'est révolté un petit peu. Et il y a aussi l'idée de la pression sociale qui vient avec le français parce que il y a toujours cette idée-là du bon français. Donc, si tu parles le bon français, tu vas chercher un travail, c'est sûr que tu vas avoir du travail. Mais si tu vas chercher du travail à l'interview, tu ne parles pas français, non, c'est pas sûr que tu auras le travail. Et il y a aussi des gens qui ont réussi, je peux dire, qui ont réussi du côté professionnel, mais ils ne parlent pas très bien français. Alors, nous, on pense qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne parlent pas français. Et il y a toujours cette pression sociale qui vient s'ajouter à tout ce on associe avec le français. Donc, et ça met encore plus de pression. Christiane nous a raconté une histoire. Il n'y a pas longtemps, elle a eu un de ses cousins du Congo au téléphone. Il lui a dit qu'il ne voulait pas que ses filles parlent le swahili à la maison et qu'il fallait qu'elles ne parlent que le français. Pour Christiane,
c'est la preuve de cette pression sociale qui influence la langue parlée par les Congolais. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Il est plus âgé que moi, donc je pouvais pas lui faire la remarque, mais pour moi, je pense que non, ce n'est pas possible. Quand on voyage, quand on arrive dans des pays étrangers, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la langue maternelle est importante. Donc, pour moi, ça, c'est pas possible. C'est clair que son témoignage est intéressant à ce niveau-là, puis ça permet d'aborder cette dimension de la présence du français dans les anciennes colonies françaises ou belges, comme c'est le cas du Congo. Cette langue coloniale, c'est la langue de l'ascension sociale. Et toujours actuellement, il y a très peu de pays africains anciennement colonisés qui ont même une langue nationale comme langue officielle. Donc, souvent, la situation, par exemple le Sénégal ou le Mali, le français, c'est la langue officielle du pays. Donc, on se rend bien compte et on connaît la diversité linguistique dans ces pays, du fait qu'il y a une diversité ethnique et souvent les ethnies parlent des langues différentes ou des dialectes différents. Donc il y a une très grande diversité linguistique au sein de ces pays, ce qui aussi a permis finalement à la langue coloniale de s'imposer comme langue commune, parce que arriver dans un pays où il y a une telle diversité, on se dit on va parler une seule langue, puis c'est celle du pouvoir. Puis c'est ça que vous allez faire parce que c'est la langue qui va nous permettre de communiquer. Christiane témoigne de ce rapport à la langue officielle de son pays, le Congo, qui est la langue française. Et cette langue française, comme elle le dit d'ailleurs, c'est la langue qu'on doit maîtriser pour accéder, finalement, pour avoir une vie sociale. Accéder à des postes, à avoir un travail. Donc c'est vraiment essentiel. C'est la langue de l'éducation. Donc évidemment, pourquoi aussi? Parce que justement, pour faire participer les individus à la société. Et finalement, on a appliqué le modèle qu'on appliquait en France, qui a permis, après la Révolution française, peu à peu d'imposer le français comme langue majoritaire en France, alors qu'il y avait une diversité linguistique. On l'a appliqué sur les pays africains colonisés. On a simplement imposé une seule langue dans ces territoires-là. Donc cette perception, oui, elle est là et elle est intégrée. Alors, ça reste il y a ce poids de la langue coloniale qui continue à peser sur la population et qui fait en sorte que les langues locales n'ont pas en quelque sorte de légitimité. On peut se dire ça peut être aussi une bonne chose de pouvoir parler une langue qui aussi est parlée ailleurs, etc. C'est pas forcément négatif, mais on voit aussi le risque que ça peut avoir, notamment sur les petites langues, comme on les appelle, parce qu'elles ont peu de locuteurs, et que si ces langues ne sont pas valorisées, elles peuvent disparaître facilement, même si le swahili n'est pas tellement en danger, en tant que langue quand même assez répandue. En danger. J'aime pas trop parler de danger pour les langues, parce que si les individus ne veulent pas se battre pour leur langue, les langues peuvent disparaître en quelque sorte. Ce sont les individus qui vont avoir ce lien affectif à vouloir se battre pour conserver justement un repère culturel qui leur paraît essentiel dans leur vie. Mais les langues en tant que telles, on peut dire quand même c'est triste de perdre une langue parce que c'est une vision du monde, donc c'est une manière d'appréhender l'extérieur, l'environnement, de comprendre le monde qui peut être... qui est caractéristique, qui peut être différente d'une langue à l'autre. Donc, on dit souvent si on perd une langue, on perd une vision du monde. Donc, c'est quand même assez essentiel parce que je pense qu'on doit pouvoir... on parle de diversité, là, on doit pouvoir avoir des accès divers à nos réalités. Moi, personnellement, comme j'avais très envie d'apprendre le français depuis quelques années déjà, je faisais plein de choses à côté qui me permettaient d'apprendre très vite. Et c'était vraiment une passion. C'était pas juste pour avoir de bonnes notes, mais c'était vraiment une passion intrinsèque envers la langue. J'étais vraiment épris de cette langue, tu vois. Ouais, c'est un peu inexplicable, je dirais, mais depuis un jeune âge, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, grâce à ma grand-mère et aussi au personnage de Fleur de la Cour de Harry Potter,
je vais en parler un peu plus tard aussi, mais voilà, il y a quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi, qui me poussait à apprendre le français. Et c'était quelque chose, voilà, je me voyais, je me sentais très bien en français. Lui, c'est Sean. Sean a grandi au Manitoba, en parlant l'anglais. C'est sa langue maternelle. Bien que sa grand-mère lui ait transmis l'amour de la langue française, Sean n'a quasiment pas parlé français avant ses 14 ans. Puis quelque chose de fort s'est manifesté. Il a alors changé d'école pour étudier en français uniquement. Apprendre toute une nouvelle langue, intensément, quand on est adolescent, ce n'est pas forcément évident. Et Sean s'est confronté à la question des accents, lui aussi. Au début, j'avais vraiment l'accent anglophone, voilà, logiquement. Donc c'était assez prononcé. Et je me souviens, il y avait une fille dans ma classe qui disait ah ouais, Sean, quand tu parles français, on dirait que tu parles anglais. Et voilà, c'était c'était pas agréable d'entendre ça. Voilà, donc pour revenir à ces questions de l'insécurité linguistique, voilà, je pense que ça se met ce sentiment chez moi. J'avoue, ouais, c'est pas toujours évident, hein. Parce que moi, je m'identifie comme francophone, à la fois francophone et anglophone, on est plein de choses, on n'est jamais qu'une seule. On n'est jamais obligé d'assumer une seule identité, heureusement. Mais c'est vrai que je pourrais jamais dire que je suis francophone natif, tu vois. Et je pense que c'est ces petits détails-là qui me distinguent un peu. Mais par exemple, voilà, quand je me présente aux gens, on me demande tu parles le français, c'est ta langue maternelle? Je dis non. Et j'ai l'impression, peut-être qu'il n'y a que moi qui pense ça, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on me respecte un peu moins, ou que je ne suis pas aussi valide en français que les francophones natifs, tu vois. Ou juste, voilà, par exemple, il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Une fois que j'étais avec une collègue, là où je travaillais, et il y avait des touristes qui étaient là, et voilà, on nous a posé les questions, vous parlez français, c'est votre langue maternelle? Et moi, j'ai dit non, elle dit oui. Dès que j'ai dit non, le monsieur a fait ok, mais à ma collègue, elle dit mais super, c'est tellement intéressant, vous pensez en français, c'est intéressant. Il y avait tellement cette attention, et je comprends vraiment d'où ça vient, parce que voilà, c'est peut-être si on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui parlent français, voilà, mais même si je parle pas, c'est pas ma langue maternelle, je parle quand même, et je sais pas, j'étais un peu mis de côté, tu vois. Peut-être c'est moi aussi, peut-être ça vient de l'intérieur, peut-être c'est une certaine insécurité encore. Mais ouais, c'est vraiment ce côté de ne pas être aussi valide que les vrais francophones, qu'on dit ça, ouais. Les vrais francophones. Mais que faut-il pour se sentir vrai francophone? Et d'abord, ça veut dire quoi en fait, un vrai francophone? C'est sûr que dans notre situation particulière du français au Manitoba, dans la mesure où le français est en situation minoritaire, la communauté peut avoir tendance à un certain repli sur ce qui la caractérise, et l'acceptation de l'autre, même s'il parle la même langue, est peut-être difficile, peut-être délicate. Donc là encore, il y a un chemin à faire d'acceptation. Puis le risque aussi, c'est là encore, si cette personne est anglophone, est-ce que l'anglais ne va pas s'imposer dans des comportements? Et donc on a vu comment les comportements sociolinguistiques sont dépendants de ce milieu minoritaire. Donc il y a toujours cette peur de l'assimilation. L'assimilation, c'est un spectre terrible. Et c'est vrai qu'il y a des risques d'assimilation s'il n'y a pas cette volonté de conserver, avec l'officialisation du français au niveau fédéral, il y a des garanties, etc. Mais rien n'est non plus coulé toujours dans le béton. Les situations changent, les situations politiques changent, les situations sociolinguistiques changent. Donc il y a ce sentiment de risque, en fait, qu'on peut prendre à accepter l'autre. L'autre qui a l'anglais comme langue maternelle, ou l'autre qui ne parle pas le français comme première langue. Par contre, la loi 5, la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, là j'ai écrit qui a été adoptée à la législature provinciale en 2016, donne une définition plus inclusive d'être francophone. Et puis je vais la lire, ces définitions. Donc, les francophones, ce sont des personnes de langue maternelle française
et les personnes qui possèdent une affinité spéciale avec le français et s'en servent couramment dans la vie quotidienne, même s'il ne s'agit pas de leur langue maternelle. Alors, avec cette définition plus inclusive, je pense que Sean pourrait se sentir complètement valide en tant que francophone. Et ça permet aussi d'inclure justement les personnes qui viennent d'ailleurs, par exemple d'Afrique francophone, ou souvent qui n'ont pas le français comme langue maternelle, qui vont l'avoir comme langue seconde, et qui du coup, mais qui s'en servent quotidiennement, et donc qui peuvent de cette manière, en quelque sorte, revendiquer cette appartenance à la francophonie manitobaine. Et on a aussi changé le nom même de la SFM, en Société de la francophonie manitobaine, et non pas Société franco-manitobaine, ce qui est révélateur aussi de cette volonté d'inclusion. Même si son accent ne reflète pas finalement, moi en tout cas à l'écoute, il ne reflète pas la présence de cette première langue, comme il n'y a pas d'accent anglais à l'intérieur de sa variété de français. Ça n'empêche que ça ne gomme pas ou ça ne va pas effacer ses références culturelles ou ses différences culturelles. Alors, il ne peut pas passer pour un Français, par exemple, complètement. Je pense que, comme société, on devient de plus en plus ouvert à l'idée de, voilà, qu'il y a différentes sortes de francophones, peut-être qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Mais moi, ce que j'aimerais bien que les gens comprennent, peut-être c'est pour me défendre ou pour présenter ma cause, mais c'est que voilà, même si on n'a pas le français comme langue maternelle, on peut être tout aussi fonctionnel ou valide en français. Mais on apprend ces choses, en fait, et je pense que c'est tout aussi valide de faire dans une deuxième, enfin une seconde ou troisième autre langue, tu vois, que faire dans sa première langue. Et moi, j'aimerais bien qu'on comprenne cette idée-là, que quelqu'un peut être tout aussi valide. C'est vrai que des fois, si je parle justement à un nouveau Français ou à un nouveau francophone qui vient d'ailleurs, je vais peut-être anticiper pas le rejet, mais juste comme le jugement qui va venir de cette personne-là. Puis des fois, honnêtement, ça vient aucunement. Donc, c'est bien, mais je dois dire que j'ai quand même pris l'habitude de déjà anticiper que je vais peut-être me faire critiquer sur mon français ou que je vais peut-être justement pas me faire comprendre, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, comme j'ai ces expériences-là négatives comme presque tous les franco-manitobains, je pense, qu'ils ont déjà eu des interactions avec soit des Québécois, soit des Français de France ou d'ailleurs en Europe, où ils se sont peut-être déjà fait critiquer. Puis moi aussi. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai un peu cette peur que ça va encore se passer. Mais je pense aussi que des fois, cette peur-là, ça se peut que ça soit vraiment juste dans nos têtes. Parce qu'encore une fois, on a tendance à associer ça à nos expériences antérieures puis à notre vécu. Et puis, peut-être que moi, j'anticipe ça parce que ça m'est déjà arrivé, quand peut-être que c'est plus du tout le cas. Comme j'ai pas vraiment... Je peux pas savoir si c'est justement comme si on dit, si c'est une grande majorité des Français qui vont juger notre français ou non, parce que nous autres, nous-mêmes, on ressent un peu cette insécurité-là, veut ou veut pas, juste parce qu'on sait que c'est une possibilité, parce qu'on entend ce stéréotype-là, justement, que les Français pensent qu'ils ont le meilleur français au monde, tatati tatata. Donc, on se hype up un petit peu avant de parler à un Français, comme, OK, il va peut-être pas me comprendre, il va peut-être pas aimer ce que je dis, mais en même temps, je m'en fous un peu, parce que si tu m'as compris, puis moi, je fais un effort de te comprendre, donc toi aussi, tu peux faire un effort de me comprendre. Mais j'aime beaucoup parler avec des francophones d'ailleurs parce que justement, on a tellement une immense variété dans la langue française qu'on peut parler la même langue, mais en effet, c'est pas du tout la même chose. Il y a des mots qui veulent dire des définitions complètement opposées. Il y a des expressions qui sont des fois rigolotes, des fois intéressantes. Comme il y a juste, pour moi, à chaque fois que je parle avec un autre francophone, c'est à la fois, c'est une opportunité de peut-être d'en apprendre un peu plus sur la langue parce qu'ils vont utiliser quelque chose que je connais pas, mais aussi juste d'être exposé à ces différences-là. Mais je peux quand même ressentir, I guess ça fait partie de l'insécurité, parce que je peux quand même des fois ressentir une certaine frustration, peut-être, si j'ai l'impression de
de pas être comprise parce que je trouve souvent que moi, quand je parle à un francophone d'ailleurs, je vais vraiment être consciente que je parle à un francophone d'ailleurs. Donc, il va forcément utiliser des expressions différentes. Donc, j'essaie un peu de m'adapter dans le sens que s'il dit quelque chose que je comprends pas trop, je vais placer le mot dans le sens de la phrase. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Puis souvent, je peux avoir le sens. Tandis que je trouve que moi, si je dis une expression locale, peut-être franco-manitobaine qui vient d'ailleurs, pour eux, immédiatement, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est un mot qui n'existe pas ou c'est quelque chose de bizarre au lieu d'être comme, d'avoir l'esprit un petit peu plus curieux puis d'approcher ça comme quelque chose d'intéressant, de nouveau. Ça peut souvent être vu comme pas bon, négatif, moins bien. Donc, peut-être une frustration de ce côté-là, peut-être juste le sentiment de... Mais ça, c'est peut-être aussi juste personnel. J'ai l'impression que les gens font pas un effort de me comprendre. Quand on entend les histoires de Christiane, d'Émilie et même de Sean, on comprend qu'il y a parfois du jugement par rapport à la langue, du rejet, et on sent beaucoup de comparaison. On parle la même langue, de multiples façons, de manière différente, mais c'est comme s'il y avait, dans les esprits, une sorte de hiérarchisation des manières de parler français. Alors, c'est évident qu'il y a une hiérarchisation des variétés de français. Sur le plan historique, il y a eu vraiment on va dire une standardisation, une normalisation du français qui a permis l'émergence, ou qui a donné l'émergence à une variété qui va être valorisée, la variété qu'on va justement standardiser et qui s'associe à, qui a des caractéristiques, on va dire, géographiques et sociales. Essentiellement, quand on essaie de dire c'est quoi le français standard, c'est le français parisien des couches favorisées. Évidemment, et c'est lié à la monarchie, au roi, à la présence en fait de l'autorité, hein, c'est lié à l'autorité. Et aussi une hiérarchie sociale parce que oui, le roi. Donc le roi, le lieu où se trouve le roi et le roi en tant que représentant de l'autorité. Donc évidemment, quand on peut parler de l'Académie française, du rôle qu'elle a eu dans cette, on va dire, élaboration d'une norme, cette perception perdure. Ça ne veut pas dire que chez les individus, il y a toujours une valorisation de cette variété. Parce que ça peut dépendre aussi dans quel endroit on se trouve et quels sont nos repères de standard. Par exemple, au Canada, on n'a pas forcément le français parisien comme standard parisien de les couches favorisées comme standard qu'on va viser. Mais ça reste quand même, surtout à l'écrit, dans les contextes formels, ça reste quand même souvent le haut de l'échelle hiérarchique. Le standard canadien est différent, même si sur le plan, on va dire, écrit, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, mais quand même au niveau lexical et au niveau oral, même dans un oral formel, il y a certaines différences qui font en sorte qu'une structure ou un terme sera formel ici, ne le sera pas en France, etc. Donc il y a des différences qui sont importantes à noter. Alors pour revenir à la question de la hiérarchisation, elle est là. Elle est visible donc sur le plan, on va dire, de la francophonie en général. Je pense que Christiane, par exemple, dans son témoignage, le dit bien. Elle est arrivée du Congo en Belgique avec une variété de français qu'elle parlait au Congo, qui n'a pas été, dont elle s'est aperçue, ou en tout cas, elle s'est dit, c'est pas la bonne variété, je parle mal, etc. Donc cette idée de parler bien, donc elle s'est confrontée à une variété qui était plus prestigieuse. Et elle a ressenti cette impression de ne pas bien parler. Émilie, qui bien que le français soit sa première langue, qui n'est pas le cas des deux autres intervenants, se retrouve confrontée parfois justement à cette hiérarchisation dans la langue française, mais on peut rappeler aussi qu'au Manitoba, il y a une double infériorisation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'anglais, qui est la langue légitime, mais aussi un français, quelquefois, qui nous vient d'ailleurs, le français de France, peut-être, qui est souvent vu comme cette variété valorisée. Donc, il y a une espèce de double pression sur le français local. Donc, ça renvoie aussi à ce contexte particulier du français parlé en milieu minoritaire.
Puis le fait qu'elle soit dans un milieu minoritaire, elle ressent la l'impression elle a l'impression, puis c'est pas juste une impression, je pense que c'est à elle de faire l'effort davantage que, par exemple, une personne qui viendrait d'un milieu majoritaire. Et tout ça, c'est à cause du fait justement de ce rapport à la langue, de ce rapport, du du donné pour celui qui vient du milieu majoritaire. La langue, elle est donnée, elle est là, elle est évidente, on ne la remet pas en question. Alors que pour le minoritaire, et dès son enfance, quand il grandit dans le milieu, il va prendre conscience de cette de ce du fait que sa langue n'est pas un donné. Il faut qu'il la parle, il faut qu'il s'assure qu'elle est vivante, en fait, tout simplement, qu'elle est vivante en tant que langue pratiquée. On se pose alors la question. Si une grande partie des locuteurs francophones développent des complexes, comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Ici, au Manitoba, on parle parfois d'insécurité linguistique. L'expérience de Sean, ou bien de Christiane, lorsqu'elle a déménagé en Belgique et qu'elle a été confrontée à une francophonie drastiquement différente, nous montre comme on peut devenir insécure quant à sa langue. Ça peut causer une insécurité linguistique quand on se fait reprendre constamment sur des erreurs qu'on fait dans la langue. Puis ça, c'est pas comme qu'on est en train de ridiculiser la façon que tu parles, mais c'est juste si tu essaies de t'exprimer, puis à chaque phrase que tu dis, tu as un enseignant, par exemple, qui corrige ton français, tu vas finir par plus vouloir faire passer ton message. Puis tu vas juste dire, oh, laisse faire. Comme j'ai fini de répondre à ta question, je veux plus parler parce que tu peux pas, tu te fais corriger à chaque chose que tu dis. Ça l'encourage pas, les gens, de s'exprimer dans cette langue-là. Ils vont peut-être se dire, c'est juste plus facile de le dire en anglais, so je vais juste switcher. Mais je pense que justement, si on encourageait un petit peu plus au lieu de corriger, ça pourrait faire vouloir les jeunes parler. Puis aussi, surtout, juste ajouter comme une dimension un petit peu plus interactive, plus amusante à la langue. Puis pas toujours que la langue, ça soit comme à des fins éducatives seulement, à des fins académiques. Sandrina Lyon commente également les conséquences de cette insécurité linguistique. La pire des conséquences, c'est d'arrêter de parler la langue, donc l'abandon total. Et dans la mesure où ici, pour le français au Manitoba, c'est la conséquence qui peut être, on va dire, facile dans le sens où comme on a une autre langue, la plupart des francophones sont bilingues, donc on peut se dire: je vais arrêter de parler français, j'ai une autre langue à ma disposition, je peux parler anglais». Dans d'autres contextes, où on n'aurait pas cette accessibilité, c'est oui, l'insécurité linguistique, c'est peut-être se taire, hein, ne pas prendre la parole, par exemple, se sentir toujours, oui, déprécié, se sentir, infériorisé. Donc sur le plan psychologique, c'est important. Puis même si on parle le français, mais par exemple, qu'on ne pratique pas la bonne variété, celle qui est attendue dans des contextes formels, le sociolinguiste Philippe Blanchet a parlé de ça en qualifiant cette attitude de glottophobie, en fait, donc la phobie des langues, d'une variété de langues. Donc, cette glottophobie peut mener vraiment à des conséquences importantes pour les individus. Par exemple, dans la recherche d'emploi. Donc, il a fait des enquêtes en France qui ont montré que certains individus qui ne maîtrisaient pas la langue standard attendue n'accédaient pas à certains postes, ne pouvaient pas avoir d'emploi, même des logements, hein, juste sur l'accent, juste d'après l'accent de la personne. Donc juger, et c'est ça le risque en fait de cette infériorisation, c'est de reporter la perception négative qu'on a d'un accent sur la personne. Et c'est très vite, c'est rapidement, ça arrive très rapidement en fait, dès lors qu'on ouvre la bouche, c'est comme une carte d'identité vocale, là, et puis on dit qui on est. C'est une identité, notre accent. Donc le risque, c'est que si on hiérarchise et ce qui est un peu inévitable, parce que c'est aussi un fait social. Socialement, on a cette idée, on a intégré cette idée qu'il y a une meilleure manière de parler, que ce soit par l'école. L'école travaille beaucoup à nous corriger. Que ce soit et là je parle de la France, mais je pense qu'on pourrait aussi parler ici de la variété valorisée dans les écoles, qui est probablement pas la variété
qui est perçue comme plus inférieure, que ce soit peut-être avec des caractéristiques plus rurales. Certaines caractéristiques linguistiques seront moins valorisées que d'autres. Je pense par exemple au R roulé, hein, le R, qui va être peut-être moins valorisé qu'un R uvulaire français. Et ça aussi, on le retrouve en France. Le R roulé est caractéristique plutôt des milieux ruraux en France, de certaines variétés de français. Et ça peut être charmant, ça peut être mignon, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi très dévalorisé dans un contexte formel. Les médias, surtout aujourd'hui, les médias seraient essentiels pour, si on veut aller à l'inverse, c'est-à-dire favoriser la diversité linguistique, les médias devraient être représentatifs déjà des variétés. On observe le contraire. Si on écoute les médias, on va avoir une uniformisation des manières de parler. Peut-être moins ici dans les milieux minoritaires. Je dirais que quand même on entend différents accents. Par contre, on n'entend peut-être pas l'accent local. Et ça, c'est problématique. Et je pense qu'Émilie en parle. Parce qu'on n'est pas représenté. Et comme dans toute caractéristique, c'est comme toutes les minorités qui se sentent opprimées vont le signaler, que ce soit par exemple des minorités racisées, on n'est pas représenté. C'est toujours les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, donc que ce soit linguistique, couleur de peau, etc. Bon, c'est ça le cœur du problème. C'est la minorisation, l'infériorisation, la hiérarchisation. Donc, on est au cœur là. Et la langue fait partie de ça aussi. Le français fait partie de mon identité. Le français fait partie de qui je suis, de mes origines. Et je ne peux pas juste abandonner le français. Et il y a aussi l'idée du bon français qui est parti. Il y a l'idée du bon français qui est parti parce que, arrivé ici, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs accents. Il y a l'accent du Nouveau-Brunswick, il y a l'accent du Québec, il y a l'accent... Les Français, les Belges, tout le monde se rencontre ici. Et quand on parle français, personne ne juge parce que personne ne parle le bon français. Nos différences, nos particularités, qu'elles soient linguistiques, culturelles, qu'elles soient sur notre face quand on s'exprime, dans notre bouche quand on parle, c'est ça ce qui forme une véritable diversité, précieuse aux yeux de Sandrina Lyon. Parler de la diversité linguistique, je pense qu'on peut le faire en salle de classe, même si effectivement il y a une certaine pression pour imposer une norme. Inévitablement, il faut quand même qu'on puisse s'entendre sur... parce que la diversité, c'est beau, mais si ça devient trop divers, à un moment donné, on risque de ne plus pouvoir communiquer aussi ou se comprendre. Alors, mais c'est l'acceptation des différences, en général l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de spécifique et de caractéristique. Je pense qu'on peut probablement, oui, par l'éducation et la visibilité, donc éviter ces... Je sais que le sociolinguiste dont j'ai parlé, Philippe Blanchet, a travaillé beaucoup sur ces questions, même au niveau politique, la représentation politique, dès lors qu'une personne arrive avec un accent régional, il est moins pris au sérieux. Donc il y a vraiment, j'imagine que là, on peut travailler dès l'enfance, en fait, à faire comprendre qu'il y a une diversité, qu'on ne parle pas tous de la même manière, et puis, on peut, pour les Français qui sont irréductibles, là, et puis qui pensent qu'ils parlent bien ou on pourrait les faire venir dans des contextes minoritaires, les faire sortir de leur confort, en fait, en quelque sorte. Puis bon, ça, c'est un peu une boutade. Mais on pourrait leur proposer des voyages d'immersion. Voyages d'immersion en milieu minoritaire pour prendre conscience que la langue, c'est pas forcément un donné, qu'il y a une diversité, donc bon, c'est tout, ça serait tout un projet de société. Merci à Christiane, Émilie, Sean et à la professeure Sandrina Lyon d'avoir participé à cet épisode d'Autres Regards. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites.
Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité linguistique a été écrit par moi-même, Morgane Lemay. Vincent Blé est à la conception sonore et au montage, Tanguy Marten et Abdelhamid Souissi à la conception visuelle, Sophie Gaulin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.